Une émission qui donne la parole aux hommes et aux femmes qui façonnent l'avenir du Cameroun. Mesdames, Messieurs, bon après-midi et c'est naturellement Vision d'élus qui débute à l'instant. On parlera aujourd'hui de politique, mais pas seulement. On entrera dans les méandres d'un nouveau parti politique qui a vu le jour en 2023. Nous sommes avec la présidente de ce parti politique-là. On se retrouve dans un instant. Comme invité cet après-midi dans Vision d'élus, nous sommes avec la présidente nationale du parti MPEC, littéralement le mouvement populaire pour l'émergence du Cameroun. Bon après-midi, Madame la Présidente. Bon après-midi, Elie, merci de m'avoir invité sur votre plateau de télévision. Je salue tous les Camerounais, je salue vos nombreux téléspectateurs et je salue particulièrement les militants du MPEC. Le MPEC, Madame Martine Beufolor, si je ne me trompe pas, Madame Martine Beufolor, depuis précisément le 9 novembre 2023, vous créez votre parti politique appelé MPEC. Qu'est-ce qui vous incite? Le MPEC, comme beaucoup aiment bien l'appeler, sinon c'est MPEC, Mouvement populaire pour l'émergence du Cameroun, a été effectivement créé ou alors a obtenu sa légalisation le 9 novembre 2023. En effet, le projet part de 2019, de juin 2019, et il est à rappeler que 2019 vient à la suite de l'élection présidentielle de 2018. Cette élection qui s'est faite sous tension, sous fond de guerre. En effet, comme vous le savez, l'élection présidentielle de 2018 a connu le contentieux post-électoral. À partir de cela, beaucoup de choses ont été décriées. Et aussi, à cette période, le Cameroun connaissait déjà la misère et la corruption qui entrave la société jusqu'à ce jour. Et toutes ces choses-là que nous avons décrites m'ont amené à réfléchir sur ce que il est temps qu'on pense à l'avenir du Cameroun d'une autre manière. Il est temps de passer au scanner tout ce qui ne va pas dans le pays afin de voir comment apporter les différentes solutions pour qu'il puisse asseoir l'émergence du Cameroun. C'est alors que la vision nous a été donnée. En effet, cette vision, puisque l'idée est partie de l'intérieur de l'âme, ça fait que dans le sommeil, je me voyais déjà en train de faire la politique. Et c'est comme ça que j'ai reçu cette vision qui est dans la refondation du Cameroun. Alors, il était question de réfléchir sur comment est-ce que les jalons peuvent être posés pour que, effectivement, lorsque viendra le moment de nous asseoir, de prendre les commandes, que ce ne soit pas que des slogans que nous allons proposer, offrir aux populations, mais qu'ils soient mis en œuvre des stratégies concrètes pour pouvoir arriver au Cameroun. D'accord. Vous avez parlé de vision qui vous a été donnée. Avant cette vision, est-ce que vous faisiez déjà partie d'un parti politique en action? Non, je n'ai jamais milité dans un parti politique. Aucun. Mais j'ai toujours participé en votant. En votant, oui. Tout simplement. Alors, nous avons le MPEC. Vous êtes également légaliste, si on ne se trompe pas. Oui. Vous êtes également légaliste. Comment est-ce que, en tant qu'aujourd'hui présidente nationale de ce parti et légaliste, comment est-ce que vous pouvez, ou alors vous allez concilier ces deux rôles pour la population camerounaise? En effet, je suis diplômée en sciences juridiques et politiques. J'ai fait une formation en conseil juridique et fiscal. J'ai été stagiaire avocat. Ceci, c'est pour dire que j'ai toujours eu l'amour du droit. J'ai toujours eu en horreur les abus et les injustices.
au-delà de cela, j'aime servir le peuple. Et pour servir le peuple, il faudrait connaître ses limites, il faudrait connaître ses droits, ce qui est permis. Alors, à côté de cela, étant devenue présidente nationale d'un parti politique, qui est donc le MPSC, il faut reconnaître que le leadership politique est encadré par l'état de droit. Et cet état de droit, justement, qui suppose la prééminence du droit sur le pouvoir, nous oblige donc à concilier nos actions en conformité avec le droit pour ne pas déraper, pour être des modèles, pour être des exemples, afin que nous aussi, par la suite, nous pouvons exiger du camp adverse, nous puissions exiger de l'État et même de nos militants le respect des droits, le respect des libertés fondamentales, et j'en passe. D'accord. Soyez un peu plus concrète quand on parle du respect des libertés fondamentales, du respect du droit. Qu'est-ce que le MPEC a déjà au moins intenté dans ce registre-là? Bon, en termes de respect des droits, effectivement, comme vous le voyez, ce sont des abus partout parce que, comme je vous ai dit au départ, je suis conseiller juridique et fiscal. Ça fait que sous cette casquette, j'ai toujours été sollicitée, j'ai toujours été invitée à assister des jeunes Camerounais dans des gendarmeries ou des postes de police parce que généralement les Camerounais ne connaissent pas leurs droits. Pourtant, nul n'est censé ignorer la loi. Or, il faudrait connaître ses droits, il faudrait connaître la loi ou alors un minimum. Ce qui fait en sorte que lorsque vous vous retrouvez face à une situation polémique, que vous sachiez comment vous tenir et que vous ne laissiez pas des failles à ceux qui sont supposés vous entendre, par exemple, pour mener des enquêtes, qu'ils ne puissent pas faire des abus, qu'ils ne puissent pas déraper. Donc il y a par exemple cela aussi, nous avons eu à dénoncer certaines choses, comme par exemple le traitement de l'artiste, le musicien Longuet. Nous pensons que, étant donné que nous sommes dans un état de droit, effectivement, il y a la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté d'association. Chaque Camerounais devrait pouvoir choisir aisément et librement son parti politique. Et chaque Camerounais devrait pouvoir dire non, devrait pouvoir s'exprimer face à certaines situations, certains événements dans le pays. Il n'est pas question, ou alors il n'est pas normal qu'on voit aujourd'hui certains qui sont muselés tout simplement parce qu'ils ont pris position par rapport à certaines choses qui sont décriées dans la société. Donc voilà un peu jusqu'à ce jour comment nous fonctionnons. Et aussi dernièrement, nous avons eu ces assassinats dans la région du Sud, particulièrement c'était à Mbam, oui, où je me suis associée à un autre leader politique justement pour prendre position, parce qu'il n'est pas normal que parce que les gens revendiquent ci ou ça, qu'ils prennent de telles postures à égorger, à cisailler des êtres humains de la sorte. Il nous revient donc à nous qui sommes des leaders d'opinion, qui sont des leaders politiques, qui sont des meneurs d'hommes, de prendre position parce qu'en réalité, nous sommes du côté des populations, nous portons le fardeau de la population, nous défendons les populations et il nous revient donc, nous qui avons déjà sacrifié notre vie, parce que face à ce que nous vivons, ces maltraitances, ces abus et autres, lorsque nous prenons position, nous avons décidé d'avoir ce courage, d'oser, de nous lever toujours à chaque fois que la population est maltraitée, de dénoncer, de revendiquer, suivant que la loi nous le permet, pour que les Camerounais puissent avoir une certaine protection. Donc voilà un peu ce que nous arrivons à faire pour le moment. Pour le moment, revendiquer et dénoncer, rien d'autre.
Du côté de Yomesi, parce qu'il nous a été rapporté que vous êtes de cette localité-là, si on ne se trompe pas. Du côté de Yomesi, quelles sont les actions, alors les réalisations phares de votre formation politique pour pouvoir illustrer votre idéologie? Vous savez, l'existence sur le terrain, ou alors pour faire des descentes sur le terrain, on y va en fonction de ce qui est décrié, en fonction des manquements, en fonction de ce qu'on a révélé qui ne va pas dans cette localité. Oui. Le même esprit tient lieu pour toute la nation, pour tout le Cameroun, parce que le MPLC n'a pas été créé uniquement pour le Messie, mais dit-on que lorsque on veut avoir l'approbation des populations, il faudrait mieux commencer d'abord par soi-même. Pour avoir tout le Cameroun propre, on devrait commencer par balayer son village. Et vous avez l'approbation des populations de Moyomessi? Bien sûr, évidemment. Alors, qu'est-ce qui se passe à Moyomessi? À Moyomessi, il a toujours été question que ce soit le seul parti au pouvoir qu'il soit. L'RDPC? Oh oui. Et pas d'opposition. Et c'est ce qui a toujours justifié les 100% entre guillemets lors des élections. Alors que dans le fond, les populations sont mécontentes. Dans le fond, tout le monde n'est pas pour le parti au pouvoir. Ils sont nombreux qui ont essayé en apportant les idéologies ou alors les visions des autres partis politiques, mais nous savons comment ça s'est terminé. Mais toujours est-il que je ne peux que vous dire que tout a été balayé et il n'est resté que le RDPC. Alors, lorsque je crée le MPC, étant donc originaire de cette localité, qu'est-ce qu'on peut bien faire de moi? On ne va pas, je ne sais pas, vous rejetez? On ne peut pas me régner. On ne peut pas me régner parce que toujours est-il que le bon Dieu a bien voulu que je naisse de ce village-là. Et on ne peut pas non plus refaire la cartographie du Cameroun en arrivant à mon village pour le ramener peut-être à l'arrondissement de Dioum ou alors je ne sais pas quoi. Alors je suis donc native de là, je connais les réalités, les problèmes de cette localité. J'impose la démocratie. Parce que Moyomessi n'est pas un État dans un État. Moyomessi, c'est un arrondissement au Cameroun et le Cameroun est un État de droit. Alors, si le chef de l'État a parlé de démocratie, s'il a parlé de multipartisme, cela devrait s'appliquer dans toutes les régions, dans tous les départements, dans toutes les communes, tous les arrondissements, dans tous les villages. J'ai imposé le multipartisme et pour le moment, je peux vous rassurer que je suis fière de cela parce que c'est parti pour ne plus s'arrêter. Alors, aujourd'hui, en dehors du MPC, nous avons 2 ou 3 autres partis politiques qui ont déjà été installés par d'autres, qui ont été portés, je préfère le verbe porter, qui sont portés par des natifs de l'arrondissement de Moyomessi. Nous sommes donc là tous et je peux vous rassurer que l'opposition est très solide. L'opposition est vraiment, comment je peux dire, c'est pas un esprit d'animosité parce qu'en fait, il faut rappeler aux uns et aux autres que la démocratie n'a pas été créée pour que l'homme soit chosifié. Et c'est pour cela qu'au MPC, nous voulons justement humaniser la politique. Et parce que la politique, en fait, c'est un jeu. Et un jeu dans l'intérêt du bien-être du peuple. Alors, aujourd'hui, je peux me réjouir du fait que le multipartisme est bien installé à Moyomessi, mais nous avons encore un peu de problème au niveau de la démocratie, c'est-à-dire la liberté d'expression, la liberté d'association. Aussi, je profite de l'instant qui m'est donné pour adresser cette parole à ceux qui sont censés administrer les territoires, donc les sous-préfets, préfets et autres. Je pense que les administrateurs civils sont au service de la nation, sont au service du peuple, mais ils ne sont pas au service d'un parti politique. Ils devraient pouvoir faire le travail dans le
respect de la loi, dans le respect des normes, en considérant tous les Camerounais, parce que nous sommes tous égaux devant la loi, nous avons les mêmes droits. Il est donc question pour eux, en ce moment où nous nous approchons de la date de l'élection présidentielle, de revoir leur façon de faire. Parce que, voyez-vous, en ce moment, on dirait que nous sommes déjà en période de pré-campagne pour un certain parti politique, fut-il au pouvoir, alors que les règles et les mêmes lois doivent être données et respectées par tous les partis politiques. Il y a un temps pour faire la campagne électorale, il y a un temps pour faire autre chose, et lorsque on a besoin de mener des activités sur le terrain, on a donc cette loi qui nous dit que nous devons passer par des déclarations d'autorisation de manifestation auprès des services compétents. Puisqu'il s'agit donc de ici, ces documents d'autorisation sont adressés à notre sous-préfet, qui devrait donc, pour un équilibre, pour la paix et pour l'unité, pour la cohésion sociale, ne pas se mettre au service d'une quelconque élite, mais servir les populations, parce que dans ce village, qui sont du parti au pouvoir, il y en a qui sont du MPC, il y en a qui sont du MLC, il y en a qui sont du SDF, pour ne citer que ces partis de l'opposition que je connais pour l'instant. Alors, il n'est pas question que lorsque vous avez sous votre autorité cette localité de frustrer certains... Vous êtes en train de dénoncer? Oui, en même temps. Il est donc question aujourd'hui que la loi soit suffisamment appliquée pour tous, parce qu'en 2025, c'est une année suffisamment sensible et il faudrait qu'on permette à tous les partis politiques de se mouvoir aisément. D'accord. Entre parenthèses, c'est vrai que ce n'est pas prévu dans notre protocole, mais entre parenthèses, Madame Buffalo, comment comptez-vous vous en sortir face à cette pluralité de formations politiques? Fut-elle ancienne? Vous savez, aujourd'hui, il est dit que le Cameroun compte à peu près, ou alors environ 400 partis politiques. Exactement. Oui. Parce que, voilà. Mais sur le terrain, est-ce qu'on voit les 400 partis politiques? Non. Il y a peut-être 10 partis politiques, je ne sais pas. Bref, il n'y en a pas beaucoup. Mais ce qu'il faut noter déjà, c'est que le MPSC, qui est dans ce parti politique qui a été légalisé le 9 novembre 2023, ça veut dire que nous sommes à moins de 2 ans déjà d'existence. Oui. Nous distinguons des 40 partis politiques parce que le MPC n'a pas reçu sa légalisation de manière isolée. Il était question d'une légalisation de 40 partis politiques. Voilà. Et si vous regardez le communiqué de presse, je suis le numéro 26. Mais de ces partis politiques, nous sommes 3 qu'on aperçoit, mais des 3, je suis le MPLC est le parti politique qui est le plus en commun. Donc vous êtes sur le terrain, vous êtes en activité sur le terrain, vous le dites. Donc c'est pour dire, bon, nombreux ont des partis politiques existants qui sont sur le papier. Non pas qu'ils ne veulent pas vraiment faire la politique, mais lors de nos échanges, il y en a qui disent qu'ils attendent que celui qui est là soit parti. Alors je me demande, il partira comment? Il partira par les urnes. Et s'il doit partir par les urnes, ça veut dire que nous devons nous mettre au travail. Parlons un tout petit peu de la décentralisation, Madame Martine Buffalo. Comment est-ce que votre mouvement accompagne cette dynamique dans le département exclusif du Dja et Lobo, quand on parle de décentralisation, et quelles sont les réformes que vous pouvez encore apporter, si jamais vous voulez bien? Voilà. Parlant de décentralisation, j'aurais peut-être un tout petit mot à dire là-dessus. Sentez-vous à l'aise. Sinon, ce que je dirais ne sera que théorique, étant donné le fait que nous sommes encore jeunes au niveau... Mais vous êtes sur le terrain. Quand je parle de jeunesse, je parle d'existence légale. Oui. Ça veut dire qu'en 2 ans, on ne peut pas avoir fait ce qu'un parti de 40 ans a fait, ce qu'un parti qui existe depuis 10 ans, 15 ans. Mais vous avez un conducteur tout de même. Nous avons un conducteur, mais nous n'emballons pas tout d'un trait. Nous traitons les dossiers au cas par cas selon les priorités. Par exemple, pour ce qui est de OMSI, voilà la première situation que nous avons trouvée. Il était question de résoudre ce problème. Oui. Et il a déjà été résolu dans sa phase 1, qui est donc quoi? Implanter, alors imposer le multipartisme, comme je disais, et maintenant instaurer proprement dit la démocratie. Par la suite, maintenant, nous allons entrer dans l'accompagnement, effectivement, de la décentralisation.
Ce que nous projetons, c'est d'organiser des ateliers de formation, oui, sous forme de modules. Parce que, voyez-vous, on ne saurait parler de décentralisation sans la participation des populations. Et pour que les populations participent, il faudrait qu'ils aient acquis un certain nombre d'attitudes. Donc, ces modules, ces ateliers de formation auront pour but en fait de renforcer les capacités des uns et des autres. Et dans la même occasion, pour amener cette population ignorantes parfois, naïves souvent, à connaître effectivement ce que c'est que la décentralisation, quelles sont les opportunités qu'apporte la décentralisation et comment est-ce qu'ils peuvent prendre part à cela, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que effectivement il y ait le bien-être des populations au niveau des localités. Voilà un peu ce que nous avons pour le moment. D'accord. On voudrait également savoir, vous êtes une femme. Aujourd'hui, vous êtes présidente de la République du Cameroun. Quelle est la place que vous avez, ou bien alors quelle est la place que vous avez réservée pour la femme dans votre gouvernement? Vous savez, j'ai toujours dit que avoir une femme leader politique aujourd'hui au Cameroun, c'est une opportunité à saisir. Avoir une femme à la tête de l'État, avoir une femme comme président de la République du Cameroun, c'est un atout, c'est une bénédiction, dans ce sens que nous n'aurons plus ces femmes-là qui pensent que leur position, c'est dans l'ombre, c'est dans l'arrière-plan, et qu'elles sont nées seulement pour revendiquer toujours, pour commander, pour espérer des hommes que nous avons placés au devant, parce qu'en réalité, c'est la femme qui fait la grande partie de l'électorat. Nous faisons confiance aux hommes. Nous positionnons les hommes. Mais lorsque ces hommes arrivent donc au niveau de l'administration ou bien des postes politiques, ils ne pensent pas à pouvoir ouvrir des failles pour que ces femmes-là qui ont des talents et des compétences peuvent se mouvoir et que par la suite ce soit le peuple qui en bénéficie. Ce que je ferai donc en tant que présidente de la République du Cameroun, c'est qu'automatiquement, on aura 50%. Il sera question dorénavant, lors des élections qui suivront, qu'il soit pris en compte l'aspect genre à l'élection présidentielle. 50% des candidats hommes, 50% des candidats femmes? Non, 50% je parle là au niveau des responsabilités administratives ou bien politiques. Voilà. Ça veut dire que si nous avons 10 ministères, il faudrait qu'il y ait à la tête de ces ministères 5 ministres femmes, 5 ministres hommes. Vous voyez par exemple dans nos écoles, ce sont les femmes qui sont toujours les premières de la classe, ou généralement premières même du collège, premières du lycée, et ainsi de suite. Les femmes sont plus nombreuses. Les femmes sont multifonctionnelles. Les femmes sont téméraires, persévérantes. Les femmes sont endurantes. Les femmes savent innover. Les femmes savent transformer. Les femmes savent produire à partir du peu un grand nombre de choses. Il faut donc, au moment où la population est en pleurs et en cris, qu'est-ce que j'entends par là? Nous sommes nombreux, les jeunes, nous sommes nombreux, les hommes et les femmes, les Camerounais, qui revendiquent, qui croupissent sous la misère, la pauvreté et tout le reste. Quelle est la première personne qui se lève lorsqu'un enfant crie, lorsque le bébé pleure? Je crois que c'est la femme. Pourquoi? Parce que la femme est sensible au cri de l'humanité. La femme est sensible à la souffrance du peuple. La femme, avec la femme, c'est la proximité assurée. Lorsqu'on est leader, on doit pouvoir être à côté, on doit pouvoir être proche et à l'écoute de ce peuple-là qu'on dirige. Vous ne pouvez pas diriger un peuple sans avoir de l'amour pour ce peuple-là. Et je ne vous apprends rien, la femme, elle fait tout avec le cœur. Ça veut dire que lorsqu'une femme se lève en politique, c'est avec le cœur qu'elle se lève en politique. C'est pas avec des calculs, c'est pas pour des intérêts personnels, mais c'est parce que elle a entendu le cri du peuple, elle a vu la souffrance du peuple et elle voudrait donc remédier à
cette situation qui mettent en mal le peuple camerounais. Donc, mon premier décret, s'il faille... Vous n'allez pas nous féminiser en gouvernement quand même? Non, c'est pas pour dire que que les hommes seront marginalisés. Non, pas du tout. Nous avons besoin des hommes aussi pour exister. Mais c'est tout simplement pour dire qu'il sera question de l'application de nos textes. Et que disent nos textes, donc, pour ce qui est de la prise en compte du genre, c'est que nous sommes tous égaux devant la loi. Nous sommes tous égaux face aux opportunités. Il ne sera donc plus question que, par exemple, lorsqu'il faut faire des nominations dans un ministère ou je ne sais où, qu'on délaisse les femmes. Par exemple, dans mon ministère où je travaille, vous verrez, ils sont nombreux qui sont les directeurs généraux, alors que nous avons aussi des femmes compétentes. Il y a juste quelques femmes qui ont des postes de responsabilité, ce qui n'est pas normal. Essayons un peu de créer des ouvertures, des possibilités. Il n'est pas question de mettre l'ego en avant, mais de chercher ce qui pourrait avoir un impact positif au niveau des populations. Voilà. D'accord, là c'est le premier décret dont vous avez fait mention tout à l'heure. Oui, parlant de décret, je disais, en dehors de... Là même, ce n'est pas un décret, parce que la prise en compte du genre, peut-être pendant les élections, ou bien pendant les nominations, là, il ne sera pas question d'un décret. Mais le décret, en fait, portera sur le féminicide. Voilà. Parce que, voyez-vous, avant d'arriver même au niveau du féminicide, les femmes sont beaucoup utilisées dans les ménages. Vous voyez, on prend les hommes, l'homme et prend facilement une femme, il vit avec la femme, fait des enfants pendant des années pour après te laisser tomber. Ou encore, à mi-chemin, l'homme vient à décéder et la belle famille ne reconnaît pas la femme. Donc, la première mesure qui sera prise à mon niveau, ce sera donc protéger la femme. Et il sera donc question de quoi? Après 6 mois de concubinage constaté par un huissier dès le premier jour, ça vaut acte de mariage. Après 6 mois de concubinage? Oh oui. D'accord. Puisqu'on parle de la femme, puisqu'on sort à peine du mois de la femme, il y a quelques jours, encore on va essayer de, je vais dire, de taire les noms, nous avons vécu une situation de la jeune dame du côté, si on ne se trompe pas, de Douala, qui a perdu la vie. Elle a été tabassée par son mari. Il a été incarcéré de prime abord. Il devrait faire au moins 12 ans d'emprisonnement ferme, mais au bout d'un an et demi, il en est sorti. Vous avez été au courant de cette situation. On a vu la famille dans les rues, aux abois, en criant, en appelant la justice. Que pouvez-vous dire par rapport à cela? Voilà un cas qui illustre ce dont je parlais tantôt. Lorsque je parle de droit, oui. Lorsque je suis fière d'avoir fait le droit. Et c'est d'ailleurs ce qui motive toutes mes actions. Oui. Oui, voyez-vous, la femme dans le ménage est donc celle-là qui donne tout, qui consacre de son temps et de son énergie pour pouvoir créer la famille. Parce que c'est la femme, en fait, qui crée la famille en donnant naissance aux enfants. Elle se sacrifie donc de part et là pour que la famille soit, pour que la société soit. En retour, qu'est-ce qu'elle devrait avoir ou alors qu'est-ce qu'elle devrait attendre de l'homme? C'est donc ce minimum de respect. C'est donc cette considération. Lorsqu'on aime, je ne pense pas qu'il faille porter main sur celle qu'on est supposé aimer. Et lorsque ça arrive, comment est-ce qu'on pourrait arriver à donner des coups à une femme jusqu'à ce qu'elle perde la vie? C'est donc à ce niveau que la loi doit intervenir. C'est à ce niveau que la loi doit être formelle. Ceux donc qui sont chargés de veiller à l'application de la loi doivent faire leur travail selon que les textes le disent. Si ce monsieur a été condamné à 10 ans d'emprisonnement ferme, il devrait pouvoir le faire, il devrait passer ces 10 ans en prison. Sinon, c'est ça qui amène dans les populations à se retourner vers, à faire recours à la justice populaire. Ce que nous décrions aussi. La justice populaire n'est pas encouragée. Mais si la justice populaire ne doit plus exister, il faudrait donc que
ceux qui sont chargés de la protection des individus, ceux qui sont chargés de l'application de la loi, fassent leur travail aisément. Il est donc normal que la famille de cette femme se jette dans la rue pour appeler. Ce n'est pas l'appel à l'insurrection que vous êtes en train de faire là en fait. Non, appel à l'insurrection à quel niveau? Je dis, lorsqu'on est lésé dans ses droits, il est normal de revendiquer. Vous pouvez revendiquer en faisant appel, vous pouvez le revendiquer d'une manière ou d'une autre. Parce que les autorités compétentes, supposées être compétentes dans le traitement de certains dossiers aujourd'hui, souvent font la sourde oreille. Et nous avons remarqué que parfois les réseaux sociaux aident. Donc, si on peut attirer l'attention d'une manière ou d'une autre, de manière apaisée, je pense que ce n'est pas à proscrire. La douleur de cette famille est profonde et il est normal qu'elle ne puisse pas être muselée. Donc, justice doit être faite et ça permettra en sorte que les autres, donc, les autres aussi, qu'ils en tirent des leçons. Sinon, ça va continuer ainsi et les femmes ne seront pas à l'abri des violences. Mais comment mettre les femmes à l'abri des violences en quelques minutes? Au MPSC, justement, nous avons prévu d'amener des femmes à pouvoir se sentir à l'aise du côté de la loi. En quoi faisant, nous prévoyons donc que lorsque une femme se sent violentée, abusée, parce que c'est pas le premier jour et c'est pas le premier coup qui retire la vie très souvent. Il y a des signes, il y a certaines choses qu'on subit dès le départ, mais la femme a peur de parler, elle a peur de dévoiler. Je pense que là, on devrait interpeller aussi le ministère des Affaires sociales, qui devrait pouvoir vraiment ouvrir ses portes aux femmes, les rassurer. Parce que lorsqu'une femme va donc se plaindre auprès de ses services compétents, il faudrait que la sécurité de cette femme soit assurée par la suite. Parce que souvent, lorsqu'elles sont de retour, la situation peut plutôt dégénérer. Le mari peut davantage se montrer violent. Il faudrait donc que l'État et même que le pouvoir soit donné, soit un peu plus rapproché des populations, peut-être au niveau des chefs des quartiers, on leur donne un peu plus de pouvoir. Parce que c'est au niveau des quartiers, en fait, au niveau du quartier, que beaucoup de choses sont beaucoup plus détectables. Alors, si le chef du quartier, par exemple, a un certain pouvoir qui lui est accordé, encadré par les textes, bien évidemment, je pense qu'on sera en train de résoudre un certain nombre de problèmes et mettre les femmes vraiment en confiance et hors de danger. Donc voilà à peu près l'esprit selon lequel nous sommes en train de travailler pour pouvoir porter une certaine sécurité aux femmes qui vivent sous le toit des hommes, c'est-à-dire qui sont légalement mariés ou pas. D'accord. Vision d'élu se poursuit. Vous avez les contacts, mesdames, messieurs, pour pouvoir réagir uniquement par SMS. Vision d'élu, la pause.
De retour sur le plateau, mesdames, messieurs, Vision d'élu se poursuit. Alors nous parlons de jeunesse et surtout de mobilisation. Alors madame Martine Befolo, vous êtes présidente nationale du MPEC. Quelle est la place de la jeunesse dans votre formation politique? Voilà. La jeunesse occupe une place vraiment importante dans notre projet de société, qui est le départ de toutes choses, mais ayant ramené ou alors condensé la vision que nous avons du Cameroun dans notre programme politique, effectivement, les aspirations particulières des jeunes sont nettement prises en compte. Les jeunes décrivent le manque de considération, le manque d'intégration. Les jeunes ne sont pas écoutés, les jeunes ne sont pas accompagnés. Nous, au MPEC, dans notre programme politique, effectivement, nous avons prévu un accompagnement assez considérable en faveur de ces jeunes-là qui voudraient entreprendre. Parce que, voyez-vous, pour relancer même l'économie du Cameroun, nous avons plus besoin de mettre un accent sur l'entrepreneuriat. Donc, le MPEC, qui a donc déjà pour slogan la force de la compétence, encourage les jeunes à se former de plus belle, encourage les jeunes à se développer leurs attitudes professionnelles, encourage les jeunes à créer des entreprises en fonction des priorités de l'heure. Parce que lorsque le moment sera venu, les financements seront mis à disposition, non pas de façon parrainée, comme nous parlons aujourd'hui, mais tout simplement sur appréciation des projets qui seront présentés en intégrant ces luttes, ces combats que nous avons à faire, par exemple, de ce qui est de la justice climatique, les projets qui reposent en fait sur l'écologie et autres. Pendant que je le dis, il me vient là en image ces poubelles qui ont fait beaucoup parler. Qui ont fait ou alors qui font? Qui ont fait, je dis qui ont fait parce qu'à un moment c'était vraiment des secousses, mais maintenant c'est un peu tempéré. Donc pour nous au MPEC, étant donné que nous savons que ces poubelles-là sont en fait une richesse qu'on peut transformer, parce que de la poubelle on peut tirer l'énergie. Et à partir de cette énergie, on peut faire entrer, ou alors on peut même créer beaucoup d'emplois et on peut faire entrer beaucoup d'argent. Donc nous encourageons les jeunes à créer des entreprises, non pas n'importe comment, mais il faudrait bien étudier ce qui pourrait passer, ce qui pourrait résoudre les problèmes de l'heure. Et ceux-là seront privilégiés pour obtenir des financements. Donc les jeunes, parlant toujours d'eux, nous avons aussi mis un accent sur le système éducatif. Parce que quand on parle de jeunes, on parle d'éducation. D'ailleurs, l'éducation donc, qui commence à la maternelle voudrait donc qu'aujourd'hui le système éducatif soit réformé, soit refondé en intégrant des programmes qui pourront avoir un impact, qui pourront avoir des retombées positives sur la demande en termes de qualité au moment de recrutement. Parce que lorsque les recrutements sont ouverts, sont lancés, on vous demande qu'est-ce que vous savez faire. Pourtant, aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes qui ont des grands diplômes mais qui ne savent rien faire sur le plan pratique. Il est donc question aujourd'hui d'orienter les jeunes dans la formation professionnelle, d'orienter les jeunes dès le bas âge. Parce que lorsque vous avez vos enfants à la maison, vous pouvez déjà déceler dès la maternelle, dès le primaire, que celui-ci est apte peut-être à la menuiserie. Et je vais un peu mettre un arrêt sur la menuiserie parce que à notre époque, on pensait que qui fait la menuiserie est celui qui a raté sa vie. Pourtant, aujourd'hui,
qui fait la menuiserie, au contraire, celui qui fait la menuiserie, celui qui est menuisier, peut avoir beaucoup plus d'argent que le fonctionnaire. Regardons par exemple dans nos administrations, regardez les meubles que nous avons, ils sont importés. Alors que j'ai vu par exemple du côté de Biémassi, une entreprise qui fait de bons meubles avec du bon bois et c'est durable. Avec le MPC, justement, lorsque nous serons aux commandes, il ne sera plus question d'aller d'équiper nos ministères, nos bureaux de produits fabriqués par les étrangers. Il sera donc question de mettre en avant, de privilégier nos menuisiers camerounais qui utilisent du bon bois pour fabriquer des bons matériaux. Donc c'est le moment est venu pour que chacun essaye de définir ses compétences, ses orientations, que chacun essaye de faire une introspection et voir en quoi est-ce qu'il est bon, parce que chacun a un don, chacun a un talent. Oui. Il suffit seulement de le cerner et l'approfondir, l'encadrer. Oui. Donc une fois que c'est fait, ça fait que dans l'avenir, les voies seront ouvertes à tout le monde. Là, vous parlez de vos stratégies pour pouvoir déployer ou développer le secteur économique, ce qui est une bonne chose. Nous avons une question, puisque nous sommes en direct. Une question qui nous vient naturellement d'un habitant de Biémassi et voudrait savoir si Madame la Présidente Martine Buffalo se voit à Etoudi dans quelques mois. Oui, bien sûr. Si je ne me voyais pas à Etoudi, j'aurais fait comme les autres, c'est-à-dire attendre que celui qui est là-bas en ce moment laisse le pouvoir. Et je ne compte pas qu'il va se laisser lever un matin et dire j'ai laissé le pouvoir. Non. C'est justement parce que je crois en ce que je fais. C'est justement parce que je crois en mes compétences. C'est justement parce que je sais et je ressens que j'ai vocation à diriger. Et comme je l'ai dit tantôt, le projet est né depuis juin 2019. Et la légalisation est certes arrivée le 9 novembre 2023, mais cela ne signifie pas que nous n'avons pas travaillé depuis 2019. Nous travaillons à cela. Donc, effectivement, à l'élection présidentielle d'octobre prochain, vous me bien ma candidature et je compte bien remporter. Vous avez parlé de plusieurs stratégies et comment est-ce que le MPEC va pouvoir résoudre, si c'est possible, la crise qui est persistante du côté du Nozo? Voilà, comme je le disais à l'entame de mes propos, le MPEC est né justement à une période où cette guerre-là dans les régions du nord-ouest et sud-ouest sévissait déjà. Alors, jusqu'à ce jour, donc des années plus tard, cette guerre n'a pas pris fin. La stratégie que nous avons adoptée, c'est effectivement de reprendre les choses à zéro, c'est-à-dire d'inviter les Camerounais autour d'une table, s'asseoir et puis revoir tout ce qui ne va pas. Parce que le dialogue qui a été organisé à cette époque-là, qui avait été initié, n'a pas obéi ou alors n'a pas rassemblé toutes les conditions. Il s'est agi dans ces régions dites anglophones d'une catégorie de personnes qui ont décrié une certaine maltraitance ou alors certains abus, le manque de considération et autres. Je pense que si on les avait écoutés, si on s'était rapproché d'eux et essayé d'apporter des solutions, on ne serait pas arrivé à ceci. Et c'est voyant donc qu'en retour, ils ont plutôt commencé à subir cette violence. C'est donc ainsi que la chose a dégénéré. Voilà comment nous avons vu la chose de loin. Je pense donc qu'il est question même aujourd'hui, non seulement à cause de ces différentes guerres, que ce soit celle qui se passe dans l'extrême nord, que ce soit celle des zones dites anglophones, il est question
de redonner le pouvoir au peuple. Redonner le pouvoir au peuple revient à réintégrer dorénavant ce qu'on appelle le référendum. Et c'est à partir de ce référendum que chaque citoyen camerounais pourra s'exprimer. En fait, le Cameroun doit être géré comme une famille, mais alors une très grande famille, en prenant en considération chaque peuple, pour qu'aucun peuple ne se sente marginalisé, en prêtant une oreille particulière aux minorités. Alors, je pense que vu sur cet angle, le problème du Nozo même, aujourd'hui, verra même d'abord, trouvera d'abord sa solution en ce que le président de la République aujourd'hui laisse le pouvoir. Je suis certaine que tant qu'il est là, cette guerre ne peut pas s'arrêter. Parce qu'en fait, ils sont en train d'exprimer leur ras-le-bol. C'est leur ras-le-bol. Ils en ont marre et ils sont catégoriques. Tant qu'il est là, le problème du Nozo ne peut pas trouver de solution. Parce qu'il ne veut plus de nous. Alors, il faudrait déjà... Vous vous basez, vous avez des preuves de ce que vous avancez et quand vous dites que le Nozo ne veut plus du président de la République. C'est sous forme d'analyse. C'est sous forme d'analyse. Vous voyez par exemple tout ce qui se passe lorsque le RDPC veut se déployer. Je me souviens encore, il n'y a pas longtemps, on a décapité une femme qui était présidente, je crois, de section, bref, RDPC, soit de l'organisation des femmes, quelque chose comme ça, tout simplement parce qu'elle a voulu faire projeter un film documentaire sur le président Biya. Voilà, ça dit tout. Voilà un exemple. Il y en a tellement, ils ne veulent plus. Ils le disent clairement. Il y a des faits qui démontrent qu'ils ne veulent plus. D'ailleurs, ce n'est pas seulement le Nozo. Partout ailleurs, ils sont nombreux. Est-ce que je vous informe? Nous avons vu les évêques qui ont réagi, nous avons vu ainsi de suite. Ils sont nombreux. Le malaise est général. Sauf que chacun l'exprime à sa façon. Alors, puisque nous, pour nous, le peuple est cher, nous défendons les vies et nous ne pouvons espérer gouverner un peuple qui est tué chaque jour. Nos militaires, par exemple, notre armée, aujourd'hui, nos soldats sont en train de mourir chaque jour, que ce soit dans l'extrême nord, que ce soit dans les régions dites anglophones. Cela ne devrait pas. L'armée est formée, l'armée est créée, formée pour pouvoir défendre les frontières d'un pays et non pour gérer les guerres internes. Vous voyez que là, nous avons déjà raté. C'est un problème assez sérieux qu'il faille poser sur la table, mettre les égos de côté et chercher à trouver des solutions, faire des compromis. Voilà. Donc, c'est une situation qui nous tient vraiment à cœur et qu'on ne saurait passer sans vraiment apporter des solutions et asseoir vraiment ce dialogue-là dès même la prise du pouvoir. D'accord, dès la prise du pouvoir, et nous supposons naturellement que vous faites confiance à Elekam pour pouvoir prendre ce pouvoir. Bon, Elekam fait confiance. Vous savez, Elekam, c'est une organisation. Et ce sont les hommes comme nous, donc des êtres humains, qui travaillent pour Elekam. J'ai été délégué de l'ONEL. Vous savez, l'ONEL a existé avant Elekam. Pour avoir été délégué de l'ONEL et envoyé dans un bureau de vote ici à Yaoundé, en Moussou, je sais exactement ce qui se passe dans les bureaux de vote. Je le sais. Je le sais. Donc, Elekam fait confiance, je pense que nous sommes obligés. Elekam mérite qu'on lui fasse confiance, je n'en suis pas sûre. Mais nous sommes obligés de faire confiance à Elekam. Nous sommes obligés d'attirer l'attention sur les agents d'Elekam que 2025 n'est pas comme une année comme les autres. Il est temps que, quoi que vous soyez agent d'Elekam, que vous mettez en avant votre esprit patriotique. Le Cameroun a besoin des élections transparentes. Le Cameroun a besoin que tous les candidats aient droit aux mêmes chances. Oui, parce qu'à partir de 2025, nous voulons voir à la tête du pays un président de la République, un chef de l'État qui a reçu l'onction de la majorité des Camerounais, sinon de tous les Camerounais. Donc, Elekam doit vraiment faire son travail. J'ai par exemple quelque chose qui m'a un peu dérangé ces jours-ci, c'est le fait que
Je suis inscrite à ELECAM depuis toujours. J'ai dû changer tout simplement de bureau de vote parce que avant je votais à Yaoundé, Biamassé. Alors j'ai décidé que depuis 2018 d'aller voter, commencer à voter dans mon village. Donc j'ai refait une inscription. Je suis surprise que jusqu'à l'heure actuelle, je n'ai pas de carte militaire et que parce que je cherche à savoir, parce que je ne voudrais pas qu'à la dernière minute, on me crée un problème, je demande, mais je me rends compte que mon nom n'est même pas bien écrit. On m'a enlevé un nom. Ce qui n'est pas normal. Alors que lorsqu'on s'inscrit... C'est pas une erreur du système? Lorsqu'on s'inscrit à ELECAM, on ne pose pas la question, vous appelez comment, on donne la carte d'identité. Et sur ma carte d'identité, que ce soit celle que j'avais dans le passé, que ce soit le récépissé que j'ai aujourd'hui, mon nom est intégralement écrit sans erreur. Ça veut dire que les agents de l'ELECAM, je ne voudrais pas faire de polémique maintenant, mais je voudrais qu'à travers mon passage ici aujourd'hui, que les agents de l'ELECAM se remettent en question et qu'ils saisissent l'occasion pour s'appliquer davantage. Parce que nous sommes à une année électorale sensible. Faites bien votre travail. Aucun Camerounais n'acceptera qu'on lui refuse son droit de vote le moment venu parce que le nom a été mal écrit. D'accord. Rapidement, on voudrait savoir, le MPSC aujourd'hui a fait notion de plusieurs autres partis. À quand la coalition? Si on peut parler d'une certaine coalition. Oui. La coalition est bien. Elle est même indiquée en ce moment. Le MPSC a été sollicité par de nombreux partis politiques. Quel parti par exemple? Non, je préfère taire le nom parce que le moment arrive là. Si les choses marchent bien en avril, tout sera dévoilé. Vous savez, à chaque chose son temps. Et proposition ne faut pas immédiatement acceptation. On peut vous faire une proposition, vous n'êtes pas convaincu. Donc, ils sont nombreux, ils font des propositions. Il y en a qui sont un peu intéressantes, mais il y en a qui font un peu ticket. Parce qu'on ne se met pas ensemble pour se mettre, c'est en fonction des idéologies. D'accord. Donc, tout sera dit. Madame Martine Buffalo nous fait déjà signe du côté de la régie centrale. Mais il y a tout de même une petite question, une minuscule question pour la rédaction. Monsieur, vous nous permettez? Madame Martine Buffalo, vous n'êtes pas investi par le gouvernement, vous n'avez pas été payé par le gouvernement pour pouvoir, j'ai envie de dire, pour pouvoir s'aimer la zizanie ou alors trahir d'autres Camerounais. Comme vous le dites, les Camerounais ont besoin d'un changement. Est-ce que vous ne faites pas partie de ces partis politiques qui sont factices? Je suis sûre que ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Pourquoi? Tout simplement parce que moi-même, je suis assoiffée du changement. Moi-même, je suis assoiffée du changement. Et moi-même, en tant que Camerounaise, je ne suis pas satisfaite. Je ne suis pas satisfaite du régime actuel. Donc, je ne saurais être envoyée par le régime. Je ne saurais être un pion du régime. Non. Le MPSC est né tel que je vous l'ai dit. Et là, ce sont des paroles, mais par la suite, vous verrez par vous-même. Voilà qui est bien dit. Nous vous remercions d'avoir accepté cette invitation à notre émission Vision d'élus. Les locaux vous restent naturellement ouverts. À vous, mesdames, messieurs, merci également pour votre attention, pour votre écoute, pour vos réactions également sur ce programme qui donne la parole aux hommes élus du peuple. Naturellement, on va se retrouver la semaine prochaine pour d'autres épisodes. D'ici à là, restez connectés car lorsqu'il sera 19h passé 30 minutes, le journal sur Lions TV. À la semaine prochaine.